La ville de Calgary vient vendre le transport en commun sur rail à Québec. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a reçu ce matin la directrice du projet de train léger sur rail de Calgary. Et Mathieu, elle est venue conseiller le maire et son équipe. Puis elle s'est présentée devant les médias pour chanter les louanges du transport collectif. Oui, Jean-Simon, puis je suis obligé de dire que ça avait un petit peu l'air d'une infopub sur les bords. Je devrais peut-être même dire un infomercial parce que Wendy Tynan ne parle qu'anglais. Soyons honnêtes, là, c'est certainement utile pour le maire Marchand et pour toute l'équipe de Tramcité d'avoir des contacts avec quelqu'un comme ça qui a mis en place, qui a réalisé un projet qui ressemble beaucoup là, au projet de tramway qu'on va avoir ici à Québec. Mais devant les médias, elle n'avait pas grand-chose de transcendant à nous dire. Bien, elle a souligné, comme on pouvait s'y attendre, l'importance de communiquer régulièrement avec la population. Elle nous a aussi dit que ça pouvait être une bonne idée de faire des petits moments de réjouissance ici et là quand des jalons importants du projet sont complétés et non pas uniquement à l'inauguration du projet. Mais quand on lui a demandé, Mme Tynan, comment vous avez géré l'opposition à Calgary, elle nous a dit simplement, il ne faut pas se laisser distraire. There's always going to be a small percentage of people who, no matter what we do, we're not going to be able to make happy. So at some point, if there is funding and the political support, it's just time to make the right decisions. Est-ce que vous épousez cet argumentaire de dire à un moment donné, je ne peux pas contenter tout le monde, puis let's go, on va faire, on a l'argent. Oui, mais c'est là qu'on est. C'est là qu'on est pour les effets que ça va créer, pour la circulation, les effets que ça crée économiquement. On n'a pas le choix. Bon, on lit entre les lignes ou carrément dans les lignes que ça veut dire pour les opposants au tramway qui peuvent s'attendre à plus avoir beaucoup d'attention. Mais en même temps, Jean-Simon, il faut faire une distinction. À Calgary, le projet de ligne verte de Mme Tynan, il y a 90 d'approbation. Ici, à Québec, la dernière fois qu'on a mesuré dans un sondage à la fin du mois d'avril, on avait à peine plus de 30 des gens qui approuvaient le projet de tramway. Donc, c'est pas du tout le même niveau d'opposition. Puis en plus, avancer sans se soucier des critiques, c'est plus facile quand, comme à Calgary, il y a déjà des lignes de tramway qui existent. Donc, les gens savent que ça fonctionne assez bien. Ça les aide à tolérer les désagréments. En tout cas, quand on lui a demandé, le chef de l'opposition, Stéphane Lachasse, n'était pas du tout d'accord avec le conseil de Mme Tynan. Je suis absolument en désaccord avec cette façon de faire. De dire qu'il faut être moderne puis faire avancer les choses, même si les gens ne sont pas d'accord, pour moi, ça ne va pas dans mes valeurs et j'accepte pas ça. Dans son cas, à elle, si elle a une majorité de gens qui étaient d'accord, je la comprends. Mais dans le cas ici, c'est les gens, on a une majorité de gens qui ne sont pas d'accord. C'est leur argent. Donc, on ne peut pas utiliser l'argent des gens sans avoir leur assentiment. Est-ce que madame aussi vous a parlé qu'initialement, c'était un budget de 4,9, mais que ça finit à 6,24? Ça, elle n'a-tu parlé de ça? Puis là, on dit à Québec qu'on va prendre bonne note de ça. Est-ce qu'on va prendre bonne note aussi des augmentations que ça va nous coûter ici? Merci, Mathieu. Bonne soirée. Ça sent de plus en plus les élections et on a appris hier officiellement que le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, allait se présenter dans la circonscription de Bellechasse. Il est avec nous en studio pour en parler. Bonsoir, M. Duhem. Bonsoir. Pourquoi Bellechasse? Pourquoi Bellechasse? Parce que, d'abord, c'est une circonscription où il y a un fort courant conservateur. Il ne faut pas se le cacher. C'est un terreau conservateur. J'avais dit que je voulais me présenter dans la grande région de Québec, dans un comté un peu plus rural. Je pense que c'est important que la ruralité soit bien représentée à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun chef qui représente cette réalité-là. On a beaucoup le discours montréalais, mais on n'a pas beaucoup le discours des régions. Et je pense que ça, c'est important. Et il y a aussi le fait que je voulais être à distance du Parlement. Je pense que quand on est chef de parti, il faut souvent être à l'Assemblée nationale puis parcourir l'ensemble du Québec. Donc, c'était le comté idéal pour un chef conservateur. En juin 2022, vous écriviez sur Twitter que la CAQ avait parachuté Bernard Drinville à Lévis parce qu'il trouvait qu'il n'y avait personne d'assez bon sur la Rive-Sud pour représenter Lévis. Vous vous auto-parachutez pas dans Bellechasse, vous? Non, il y a une différence, c'est que je suis chef d'un parti. Et je ne suis pas le seul. En fait, c'est la norme que les chefs de parti, quand ils se présentent dans une circonscription, ne viennent pas de la circonscription. Puis même qu'ils changent souvent de comté. Pauline Marois a changé 4 fois. Robert Bourassa aussi. François Legault a changé de circonscription. Philippe Couillard 3 fois. Puis c'est normal. C'est quand tu es chef de parti, tu as 125 comtés à couvrir. En fait, tu es candidat dans tous les comtés, il faut se le dire. Là. Et on prend un des comtés qui est bien, qu'on veut que justement cette réalité-là soit représentée. Bellechasse, là, c'est la circonscription au Québec où l'enjeu numéro 1, c'est le 3e lien. Ça aussi, c'est pas étranger à ma décision. Là. Vous comprenez que c'est un gros enjeu dans la région de Québec. La CAQ nous a roulé dans la farine. Les gens de Bellechasse
innocente, abandonnée, non représentée depuis 8 ans à l'Assemblée nationale. Je pense qu'avec un chef, ça va changer. Puis Maïté Blanchette-Vézina, c'est un pas pire parachutage aussi, dans la pelleterie dans mon coin. C'est pas tout à fait la même. Mais écoutez, même point de non, vie. c'est pas du tout. Mme Blanchette-Vézina a étudié à l'Université Laval. Elle a fait son droit ici à Québec. Elle a pratiqué c'est quoi le droit. donc du parachutage? Elle a pratiqué le droit dans la région de Québec. Définition du parachutage. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous sembler bizarre, mais ce que les gens nous disent sur le terrain, notamment dans la circonscription de la pelleterie, quand un candidat vient pas de Montréal puis qui arrive de Rimouski, ils ont moins l'impression qu'il s'agit d'un parachutage que si c'est juste le propre des gens de Montréal, ça, le parachute. Non, je dis pas ça, mais je dis ce qu'on me dit sur le terrain, c'est une des explications. Puis Maïté connaît très bien la circonscription pour y avoir travaillé pendant un bon bout de temps puis étudié dans la région, donc c'est pas du tout un parachutage. La CAQ remonte dans les intentions de vote. Oui. La stratégie de Mme Fréchette semble porter fruit pour l'instant. Comment vous lisez la situation comme chef du Parti conservateur? Bien, je pense que les gens étaient tannés de M. Legault, de toute évidence. Là, M. Legault est parti, puis tout le monde fait un gros ouf. Maintenant, Mme Fréchette vient d'arriver. Cette semaine, elle a déjà une première semaine un petit peu plus compliquée. Là, je pense que ses mesurettes ne passent pas aussi bien qu'elle avait prévu. Le coulage d'informations entre elle et son ministre des Finances. Puis là, aujourd'hui, les dépassements de coûts, l'explosion des coûts dans le système informatique au niveau de la santé, où ça va coûter 7 fois plus cher que prévu pour les contribuables. Là, je pense qu'on se rappelle c'est quoi la CAQ. Là. Puis là, j'ai l'impression que la saveur du jour ne restera pas la saveur du jour très, très longtemps. Éric Duhem, merci d'être passé nous voir. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée. Une consultation au public se tient jusqu'à 20h ce soir au complexe aquatique multifonctionnel de Saint-Nicolas. C'est sur le projet de réaménagement des routes 116 et 132. Le ministère des Transports du Québec invite la population à une présentation du scénario prévu, au cours de laquelle elle va pouvoir échanger avec les intervenants. Et à terme, le projet vise notamment à répondre au développement de la population de Saint-Nicolas. On présente le projet où on est rendu au stade actuel, puis ce qu'on veut, c'est recueillir un peu leurs préoccupations, puis savoir pour eux qu'est-ce qui est important là, dans le secteur, l'usage qu'ils font là, de ce secteur qui est quand même névralgique. Doug est de retour au Stade Canac officiellement. Les Capitals de Québec qui disputent ce soir leur première partie à domicile de la saison. Après un 4e championnat consécutif, c'était une soirée évidemment très attendue. Félix-Antoine qui est sur place au Stade Canac. À quoi on doit s'attendre comme nouveauté cette année? C'est peut-être pas une nouveauté, mais évidemment, les hot dogs, moutarde, baseball, ça, c'est certain. On va commencer par ça. Mais aussi, Jean-Simon, évidemment, beaucoup d'enthousiasme. Hein, on le voit, 2 heures avant le début de la partie, les gens commencent déjà à arriver. Le parking est rempli devant le Stade Canac. Il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est 25 de billets de plus de vendus pour la saison que ce même stade l'an dernier, déjà, cette année. Donc, il y a ça. La grande nouveauté pour le Stade Canac, par exemple, il faut quand même le mentionner, c'est un nouvel écran géant qui va être bientôt présent, mais n'est pas encore prêt. On va le voir le 15 juin. Sinon, à quoi s'attendre? Les grands classiques des capitales qui reviennent encore une fois cette année. Évidemment qu'il y a le retour de la nourriture à 3 $, les thématiques. On a également procédé à certains investissements au niveau des loges. On a complètement revampé tout le mobilier, les divans et ainsi de suite. Au niveau des thématiques, on a 10 nouvelles thématiques encore cette année. Les feux d'artifice sont de retour. On va procéder à deux soirées hommage aussi là, à Michel Laplante aux 20 ans du premier championnat. Donc, c'est tout plein de nouveautés comme ça, là. Et c'est le début à domicile parce que la saison a déjà commencé depuis un moment et l'équipe de Patrice Calabrini surprend d'ailleurs en ce début de saison. Bien, ça fait 4 championnats consécutifs, mais on dirait qu'à chaque année, il y a tellement de changements. On se dit, ouais, là, c'est peut-être l'année où on va devoir prendre le temps de reconstruire un peu. Et on en a beaucoup parlé, surtout durant cette saison morte, avec beaucoup de rotation, plus qu'à l'habitude là, pour les Capitals. Et pourtant, après 13 matchs à l'étranger, c'est 9 victoires, 4 défaites. On n'est pas satisfait exactement de la défensive et des lanceurs, mais il faut dire qu'on a marqué beaucoup plus de points, que l'offensive produit beaucoup plus que ce qu'on s'attendait. Ce qui fait que Charles Demers, le propriétaire, le président de l'équipe, il est très heureux du début de saison. C'est arrivé par le passé qu'on a eu un super de bon début de saison. Puis malheureusement, ça s'est gâché avec le temps. Je pense à 2019, qui est notre pire saison de l'histoire des Capitals. Mais actuellement, je pense qu'on a un bon noyau de joueurs. Je pense que Patrick est dans une bonne situation pour recruter des joueurs d'un peu partout dans le monde. Je pense qu'il a fait un travail colossal durant la saison morte. Évidemment que 9 victoires, 4 défaites pour débuter l'année lors de nos 13 premiers matchs à l'extérieur. On est vraiment satisfait. Et si jamais le ciel gris vous inquiète, du côté des Capitals, on dit qu'avec les radars, on est confiant d'avoir une partie bien correcte à 19h. Protégez vos pains hot dog des éventuelles gouttes de pluie. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Au plaisir, Jean-Simon.
La programmation de Juste pour rire Québec a été dévoilée aujourd'hui. C'est du 22 juillet au 9 août cette année. On en parle avec Seb Lauzon qui était là pour le lancement. Seb, on s'attend à quoi? Bien, encore une fois, une grosse édition. Il faut savoir que Québec a rapatrié les bureaux de Juste pour rire ici. Donc, c'est important de faire rayonner la ville. On le verra dans différentes émissions de télé qui seront tournées pendant cette période-là. Il y a des nouveautés, il y a des classiques, beaucoup d'exclusivité. C'est ça sur quoi on mise cette année. En termes de nom de titres de spectacle qui vous disent quelque chose, les roasts, là, les fameux bien cuits. Bien, Marie-Mé y passera, Patrice Bélanger, Mathieu Dufour, Mario Jean. Il y aura des enregistrements de podcasts, entre autres Drette sur le tape, animé par David Bocage, la série Sans censure, les open mic qui sont de retour. Une série fort intéressante qui s'intitule « Sa face me dit de quoi » sur la relève. Ça va être à tous les soirs à 19h30 du côté du Saint-Jean Comedy Club. Fort intéressant. Il y aura des cartes blanches, entre autres, à Annie Brocoli. En fait, c'est Annie, Génération Brocoli, et ce sera pas pour les enfants. On a avisé tout de suite Arnaud Soli, Dominique Martin. Et au niveau des galas, il y en a plusieurs, dont ceux qui sont animés par Pierre-Luc Pomerleau et Christian-Marc Gendron dans l'imitation. Et François Morancy, à qui on a parlé, retour sur scène pour lui pour la première fois depuis 2017. Ce que j'aime des galas, pour en avoir animé quelques-uns, c'est que tu peux faire bien des affaires à part du stand-up. Fait qu'il va y avoir des numéros de groupe, numéros musicaux, des trucs préenregistrés sur écran avant. Fait que c'est un gala, c'est comme une espèce de voiture de luxe qu'on te prête pendant une soirée de temps. T'es dans une belle salle, t'as un band, t'as des moyens de faire des trucs pas en solo, mais aussi du solo. Christian Marc fait des imitations chantées extraordinaires. Moi, c'est plus des imitations parlées. Je suis moins dans le chant. Fait que c'est là je trouve qu'on se complète bien, parce qu'on va dans deux tales qui sont différentes. Moi, j'ai plus le volet humour, mais tu sais, la chanson, puis tout, tu sais, n'importe quelle tune qui part au piano, le monde a des frissons. Fait que c'est certain que dans ce gala-là, les gens vont passer à travers toutes sortes d'émotions. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'appellent le grand mix. Donc ça, ce sera un spectacle, entre autres, qui sera intéressant, d'imitation de la musique avec ces deux gars-là. Les billets qui sont déjà en vente sur le site ahaa.com depuis midi. Donc, comme tu l'as mentionné, du 22 juillet au 9 août, Juste pour rire Québec, ça promet. Merci beaucoup, Seb. Plaisir. À plus. Si on compare à il y a 10 ans, il y avait vraiment beaucoup moins de pissenlits. Et évidemment, la ville de Sherbrooke a resserré un peu sa réglementation, mais les gens sont beaucoup plus tolérants puis ils comprennent l'utilité du pissenlit. Il y a du monde. Ça fait une grosse différence. Je te dirais que dans les 5 dernières années, on est passé de printemps où, des fois, moi, j'essaie de pas supplémenter avec aucun sucre, tu sais, rien de tout ça. Puis, des fois, au printemps, j'étais souvent obligé de le supplémenter parce qu'il y avait des carences. Tandis que là, ça fait 2 ans que, comme mes colonies vont exploser par elles-mêmes. Fait que ça, d'un point de vue d'industrie apicole, c'est vraiment bien parce que ça augmente nos marges, ça augmente notre capacité à produire plus de miel. Plus on prolonge le moment de la première tonte au début de l'année, plus ça permet aux fleurs d'avoir le temps de pousser dans la pelouse. Et donc, ça laisse la chance aux pollinisateurs qui ont très peu de fleurs en début d'année d'avoir accès à des fleurs là, qui autrement ne seraient pas disponibles. On parle souvent des abeilles, mais il n'y a pas juste les abeilles, finalement. Ah, bien sûr, il y a le papillon, il y a le coloptère, le diptère. Il y a beaucoup des insectes qui sont le pollinisateur et aussi les autres insectes qui sont le pollinisateur, mais aussi pour attaquer les autres insectes qui sont les herbivores. Donc, en gros, c'est bon pour l'entretien des écosystèmes. En plus d'être bénéfique pour les insectes pollinisateurs, laisser le pissenlit sur son terrain peut être avantageux pour avoir un beau gazon tout l'été. Plus l'herbe est haute ou plus la végétation est haute, bien, plus ça permet aux racines aussi d'aller profondément. Donc, ça aide aussi à avoir une meilleure pelouse et avoir un écosystème plus diversifié, pas juste au niveau des pollinisateurs, mais aussi au niveau du sol. Le pissenlit, c'est une plante qui a été importée, puis c'est une plante qui a été importée à cause de tous ses bienfaits. Par les Grecs, c'était une divinité quasiment, mais dans le fond, cette plante-là, elle a une racine pivotante qui aère le sol, ça va amener beaucoup de pollinisateurs, ça va amener des prédateurs. Ils sont juste vraiment énervés. Je sais pas pourquoi. Mais je peux dire qu'en gros, il y a les enjeux sur le déclin des pollinisateurs comme les abeilles. Donc, si on peut faire les petites choses comme ça, juste à 30 moins les gazons, il peut aider les populations des abeilles et les autres pollinisateurs. Le mouvement de retarder la tonte en mai, ça nous amène à réfléchir sur nos pratiques de tonte le reste de l'année.
Je crois qu'on pourrait repousser la tonte bien souvent. Réduire la tonte, c'est aussi réduire les gaz à effet de serre. Ça nous permet d'économiser du temps aussi. Tout le monde y gagne, finalement. Tout le monde y gagne, effectivement. Selon les experts, il faut attendre le plus tard possible avant de tondre son gazon. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.